toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc pour ce nouveau webinaire de la rentrée. Pour rappel, les webinaires sont organisés dans le cadre du Data Lab Normandie. Donc Data Lab qui est le réseau des acteurs de la donnée et de l'IA en région, qui est coordonné par la région Normandie, l'AD Normandie, le CRIAN et l'INSA de Rouen. Et donc dans cet objectif de poursuivre l'acculturation à la donnée et à l'intelligence artificielle, on propose des séries de webinaires dédiés à l'usage de la donnée et l'intelligence artificielle. Et donc, pour cette session, on a la chance de pouvoir discuter avec Vincent Auvray sur le sujet des caméras IA normandes. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Rebonjour Vincent. Avant de commencer, je sais que tu nous as fait une belle présentation et en plus qui est didactique, donc ce qui est bien, parce que s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'intelligence artificielle appliquée aux caméras, ça va être relativement intéressant comme premier pas. Et pour ceux qui sont un peu plus au fait du sujet, en préparant cet échange, on a vu qu'on pouvait aller aussi loin dans la réflexion. Donc, pour rebondir sur ce qu'évoquait Nawal, sentez-vous très à l'aise tout au long de la présentation qui sera celle de Vincent, de poser des questions. L'idée, c'est qu'on va avoir et une présentation et ensuite un temps d'échange, et notamment quelques questions que j'ai préparées. Mais l'idée, c'est aussi de vous laisser le plus de place possible à vous pour que vous puissiez interroger Vincent sur ces sujets. Avant de commencer, Vincent, est-ce que tu peux déjà nous dire, allez, sans être trop intrusif, mais je n'irai pas jusqu'à dire qui tu es, mais à peu près, un peu quand même. Oui, moi je m'appelle Vincent Auvray. Je suis le président et fondateur d'une société basée en Normandie, entre Cherbourg et Caen. Ça s'appelle FastPoint, une société que j'ai créée en 2016. Et avant ça, je passais une quinzaine d'années dans le laboratoire de recherche et développement d'Orange, Orange Labs. Peut-être certains auront entendu parler à Caen. Et j'ai fait mes études en Normandie, entre Rouen et Cherbourg. Euh, Tu nous fais un mot d'introduction avant de commencer ta présentation sur ces sujets-là. Déjà, moi, j'avais peut-être un point qui peut avoir du sens, c'est que l'IA, et on le sait, on se retrouve tous les mois pour parler d'IA dans ces webinaires, mais allez, premier point sur ce que toi, tu as connu et ce que tu vois aujourd'hui, l'évolution que tu en as vue, parce que l'IA, on en parle beaucoup, on souhaite en mettre à peu près de l'IA partout, et j'imagine que la lecture qui est la tienne doit être intéressante à partager. C'est quoi cette évolution que tu vois autour des sujets d'intelligence artificielle et quel est ton premier feeling avant que tu commences? Alors, question très ouverte. Oui. Bien, écoute, à titre personnel, voilà, parce que je vais quand même parler du sujet professionnel juste après. Donc, à titre totalement personnel, je m'aperçois de la présence ou de l'omniprésence de l'IA dans à peu près tout ce qu'on fait, depuis la prise de photos sur son smartphone quand on est en vacances, jusque, à l'assistance que peut donner de manière automatique une IA pour apprendre un cours de maths ou faire des exercices, dans le sens bénéfique, hein, bien entendu. Euh, ça a ça s'est infusé et diffusé de manière très rapide dans nos quotidiens. Et alors, ceux de nos enfants, j'en parle même pas, quoi. Toi aussi, tu as vu des devoirs qui avaient de la ponctuation et aucune faute d'orthographe apparaître? Alors, moi, je suis plutôt côté maths, physique, chimie. Et effectivement, pour les étudiants, je pense que c'est une vraie révolution dans l'idée d'avoir un PhD chimie, maths et toutes les matières au bout de son clavier, en fin de compte, et au bout de quelques secondes, avoir une vraie explication de texte. Alors, il faut toujours vérifier, hein, ça c'est la jurisprudence. Mais par contre, on a quand même, les jeunes et les étudiants ont vraiment un accessoire là et un outil qui est ouais, un vrai accélérateur de partage du savoir, pour peu qu'on le vérifie encore une fois. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ok, je te laisse ouvrir le bal. Ouais, c'est parti. Allez. Alors, partager. Donc bien.
Je vous remercie de m'avoir proposé de partager un petit peu de votre temps aujourd'hui. Donc, je voulais effectivement indiquer en introduction euh, l'activité principale qui est la mienne et celle à l'intérieur de laquelle la société Fastpoint que je pilote a investi depuis plusieurs années, c'est celle de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle appliquée à l'utilisation d'images et d'images issues de l'industrie. Donc, on est bien là sur trois volets qui précisent un peu les choses. C'est d'amener de l'IA dans le monde industriel et au service du monde industriel, compte tenu de ce que peuvent voir de ces sites de production, eh bien des caméras et des capteurs optiques. Donc, dès lors qu'on parle de computer vision, c'est-à-dire d'analyse par des machines d'images prises par des caméras typiquement, eh bien, on a affaire à des activités qui vont de la classification de ces images, la détection d'objets à l'intérieur de ces images, voire la segmentation, c'est une autre forme de découpage des images en question. Pour ce qui concerne donc la vision par ordinateur, la computer vision, elle a pour objectif effectivement d'analyser ces images une fois qu'elles sont acquises et stockées, comme pourrait le faire un opérateur auquel on donnerait par exemple le rôle d'audit ou de surveillance, soit un préventeur, pour ceux qui connaissent les termes de responsable sécurité, prévention ou QHSE, c'est aussi appelé comme ça dans l'industrie. Des gens qui ont pour rôle d'assurer la garantie et la qualité des opérations. Et donc, l'automatisation de ces activités qui étaient jusqu'ici humaines, ou l'augmentation des activités humaines par l'automatisation de certaines activités et certains traitements récurrents, eh bien, nous permettent d'obtenir un vrai engouement, en tout cas aboutissent à un vrai engouement des grands industriels, grands et moins grands, qui investissent en effet dans l'ensemble de ces technologies. Bien que, bien entendu, ces technologies aussi d'IA et de computer vision aussi attirantes et attrayantes et bénéfiques soient-elles pour les industriels, elles doivent se soumettre à bon nombre de contraintes qui sont des contraintes opérationnelles et pour lesquelles les industriels ne transigent pas. On va voir ça après. Alors, je fais un petit pas en arrière. Pour illustrer un petit peu quand même le rôle de certains chercheurs et surtout le rôle des académiques, hein, bien entendu, de la recherche fondamentale dans le sujet qu'on traite aujourd'hui. Et alors, parmi lesquels, dans les années 80, même si c'est passé des choses avant, bon, je ne pouvais pas revenir sur tout en si peu de temps, mais dans les années 80 et 90, il y a quand même un acteur prépondérant, et non des moindres puisqu'il est français, Yann Lequin, qui fait des découvertes et avance à grands pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, qui nous permettent d'avoir des solutions utilisables et très performantes comme ChatGPT ou Mistral avec son chat. Effectivement, les algorithmes qui sont mis en place par Yann Lequin et ses équipes sont extrêmement importantes pour ce qui suit, c'est-à-dire dans les années 2000-2010, où des prix Nobel sont couronnés, et ce, dans des domaines scientifiques où, en effet, il est nécessaire d'aller reconnaître des choses à l'intérieur d'images et de corpus importants d'images,
Et ce, grâce à des algorithmes qui ont été effectivement découverts quelques dizaines ou vingtaines d'années plus tôt. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a un engouement massif et surtout une mise en lumière, et donc un engouement massif des GAFA, si on veut les appeler comme ça, donc les géants de la tech, les Google, les Facebook et consorts, et vraisemblablement ce qui aboutira à des OpenAI. En 2012, voilà, Geoffrey Hinton et quelques autres ont ce déclic, amène ce déclic supplémentaire, j'allais dire, qui permet de faire ce qu'on appelle souvent dans nos labos le R vers D, c'est-à-dire passer de la recherche académique à du déploiement opérationnel qui finit par des produits et j'allais dire, une récupération, ou en tout cas une transition, plus parce que c'est un terme positif, hein, une transition vers l'industrialisation et l'utilisation industrielle pour voilà, améliorer un certain nombre de process. Ce qui fait qu'on a, Alors, on a une démonstration aussi à ce moment-là du passage académique, comme tu le disais, à quelque chose qui est très concret pour tout le monde, parce que très souvent, quand on fait de la recherche, entre le monde de la recherche et le monde, j'allais dire, industriel et ou professionnel, avant qu'on puisse faire ce parallèle, il y a quand même parfois un long moment, quand il y en a un, parce que c'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, quand on parle de Yann Lequin, tout le monde sait à peu près qui c'est, ou on a déjà entendu parler. Enfin, c'est pas complètement inconnu du grand public. oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, et puis bon, voilà, il y a une actualité, ça c'est sûr. Le fait de passer par, être passé et toujours passé par Meta. Euh, bon, voilà, c'était nécessaire de faire Ouais, ce ouais, petit non, mais t'as raison. préambule historique. T'as raison de le faire, c'est ouais, totalement. Et surtout pour dire qu'à partir de cette époque, et on s'aperçoit que je veux dire, la reconnaissance d'image a été un sujet de prédilection pour l'IA et pour le deep learning, et notamment pour l'automatisation de la saisie, ou en tout cas de la reconnaissance d'échecs, hein. Yann Lequin a travaillé énormément là-dessus aux États-Unis. Et, hum, et voilà, c'est la raison pour laquelle la reconnaissance d'image et de savoir expliquer ce qui se passe dans une image donnée ou dans un corpus d'images est un véritable sujet, euh, et d'autant plus aujourd'hui pour la robotique. La robotique, enfin, tout le monde autour de ce webinaire l'a compris. La robotique, c'est ce qui va accélérer les 10 prochaines années. L'IA va se faire, comment dirais-je, intégrer dans ces robots. Et bien entendu, ces robots, ils ont besoin de voir ce qui se passe autour d'eux. Et notamment, ils vont pouvoir utiliser, je me fais ma transition moi-même, c'est quand même bien, ils vont pouvoir utiliser des modèles qui aujourd'hui existent et sur lesquels nous, on est chez Fastpoint experts, sont des modèles de détection d'objets. Alors, ils sont déjà créés, je veux dire les couches, la structuration, les, les stratégies d'intégration des données, ce qu'on appelle les inputs sur le milieu de cette slide, et puis tout ce qui en ressort de ces modèles en termes d'analyse et de classification, segmentation, détection, comme on le disait tout à l'heure. Alors, je peux les citer. Donc, il s'agit de modèles pour l'un qui s'appelle YOLO, pour un autre qui s'appelle RFDETR, un petit peu moins sexy, et puis des modèles plus centrés sur tout ce qui concerne les réseaux RCNN, donc qui sont des environnements, des univers entiers qui ont des prérequis, qui ont des architectures différentes. On parle d'architecture effectivement pour des réseaux et des modèles d'IA. Alors aujourd'hui, je n'irai pas là-dedans, et surtout, je n'ai pas forcément la science nécessaire à expliquer ça, mais néanmoins, ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'intégration qui est possible de faire de ces modèles, leur entraînement spécifique pour notre usage, et on va y venir, et surtout la manière dont il faut construire une solution de type caméra IA pour faire en sorte de choisir les bons capteurs électroniques,
je parle de résolution, je parle de débit d'image, je parle de capteur couleur, pourquoi pas noir et blanc, mais il y a d'autres capteurs encore que ça. Et ce pour bien alimenter un réseau de détection d'objets, bien alimenter, réussir à en tirer le meilleur pour qu'en sortie, il soit capable de nous dire, de nous donner le plus d'informations possible. Et, et ensuite, c'est comment on exploite cette information. Donc aujourd'hui, c'est là que l'on a un véritable enjeu, c'est d'être en mesure de faire la veille nécessaire et les benchmarks nécessaires et les tests sur l'électronique, puisqu'on parle d'embarquer. Les tests et les benchmarks nécessaires sur la partie modèle d'IA une fois embarqué dans ces électroniques, et puis tester tout ça en laboratoire, puis sur le terrain. Je me permets de te poser une Oui. question avant que tu passes à la slide suivante, mais sur cette position que tu évoques là, qui est relativement vaste, on est comment? Parce que Lequin, tout le monde sait qu'il est français, mais sur ces sujets-là, la France est bien positionnée, l'a été les moins, et le sera encore mieux. Et j'aimerais, si j'étais un peu curieux, j'irais jusqu'à dire, est-ce que la Normandie en particulier a elle aussi un positionnement sur cet échiquier? En France, on a des acteurs, j'enfonce un peu les portes ouvertes là, mais on a des acteurs qui sont extrêmement à la pointe des sujets. Si on veut regarder à l'échelle de l'Europe, moi je vois une boîte, alors c'est un peu, c'est peut-être parce que je ne fais pas attention à ce qui se passe autour, mais j'ai pas entendu qui que ce soit en Europe concurrencer sur le côté communication, nos amis de chez Mistral. Et c'est pas pour rien que ASML, qui est une boîte qui produit des machines qui fabriquent des circuits intégrés, notamment utilisés dans l'IA, c'est pas pour rien que cette société cette société européenne a investi dans Mistral un peu plus de 1,2 milliard, si j'ai bien suivi l'actualité, pour un total d'une levée chez Mistral de 1,7 milliard, mois qui vient de s'écouler. Donc, une vraie position stratégique de la France dans le panorama mondial. Après, j'entendais le CEO de Mistral effectivement expliquer son positionnement et il est certain que son positionnement est très orienté industrie. C'est la mise à disposition d'outils et d'outils souverains, donc franco-français, dans les entreprises françaises, depuis la défense jusque des acteurs de l'énergie et j'en passe. Donc voilà, on a un rôle à jouer et surtout on sait, et c'est heureux, hein, être autonome sur le côté souverain. C'est une chance. Ah ben. Et alors pour aller au bout de ta question, parce qu'il y en avait plusieurs, la question de savoir où en est la Normandie, ben, on a la chance d'avoir Fastpoint et quelques autres euh, qui, qui tirent parti ben, de l'ensemble de cet écosystème et amènent à leur échelle, bien entendu, ben, des solutions très spécialisées, mais hautement importantes, comme par exemple celle de la prévention des accidents au travail, par le biais de capteurs et de caméras. On va voir. Alors, on va voir ça. Alors, tu me fais une transition qui est trouvée. Donc, nos objectifs sont effectivement de détecter, encore une fois, de segmenter ces images et puis de les classer. Donc, on met en œuvre des corpus qu'on appelle des datasets d'images qui, si on veut détecter des vélos et des chiens, comme on le voit sur cette photo à gauche, eh bien, on va additionner dans des contextes et des environnements à la fois de luminosité, de visibilité, voilà, le maximum d'hétérogénéité. On va constituer des datasets
de vélos et de chiens. Et ça va nous permettre d'entraîner le modèle. On appelle ça de le fine-tuner. Par exemple, un modèle comme YOLO, j'en parlais tout à l'heure, on va le fine-tuner avec des logiciels spécialisés et qui s'alimentent de dizaines de milliers d'images afin de faire reconnaître à ce modèle, s'il ne savait pas encore le faire reconnaître de nouvelles choses. Et donc, on va tirer parti de ce qu'il sait déjà faire et on va arriver en addition de ses capacités une fois qu'on l'aura entraîné, fine-tuné. Et ça va nous permettre, par exemple, dans un contexte moins domestique, puisqu'on parlait d'animaux et de vélos, mais plus industriel, on va pouvoir détecter, par exemple, des opérateurs sur les sites industriels, en intérieur, en extérieur, pour peu que les dispositifs, les capteurs le permettent, c'est le cas chez Fastpoint. On va pouvoir savoir si ces opérateurs ils disposent de leurs équipements de protection, par exemple, les fameux EPI, donc qui sont des choses extrêmement importantes, déjà pour être visibles. Donc, les vêtements de haute visibilité, alors, il y en a de multiples couleurs, des jaunes, des oranges, des bleus, des violets, des mauves, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup, avec des manches, d'autres sans manches, certains avec le pantalon, d'autres sans le pantalon. Donc, ça constitue une espèce d'hétérogénéité comme ça qu'il faut savoir maîtriser. Les casques, de la même manière, les casques de sécurité sont un sujet, bien entendu, extrêmement important dans le monde industriel. Et donc, nos capteurs et les modèles qui sont installés savent détecter si les opérateurs qui sont visibles dans le champ de vision de la caméra, eh bien, ont leur casque de sécurité, non pas dans la main, mais bien sur la tête, parce que sinon, ça ne leur sert pas à grand-chose. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, l'objectif est de faire quelque chose de cette donnée qui dit, attention, cette personne, elle n'a pas sa veste de visibilité, et puis peut-être elle n'a même pas son casque. Donc, cette donnée, une fois qu'elle est acquise et déterminée par l'IA, par le modèle de détection d'objets, eh bien, on va en faire quelque chose dans la solution que je vous présente. Alors, les exemples d'applications industrielles, ils sont nombreux, en fin de compte. C'est même quasiment illimité. Mais pour ce qui concerne la prévention des accidents au travail, aujourd'hui, on fait la démonstration en Normandie d'être capable, par le biais de capteurs et de caméras, eh bien, de déterminer qu'un opérateur, un piéton, circule dans une zone à l'intérieur de laquelle il n'a pas du tout le droit d'être, par exemple, une zone d'exclusion, une zone de danger, vraisemblablement, puisque les piétons en sont exclus. Souvent, ce sont des zones déjà aménagées avec des éléments physiques, des barrières, des balisages, de la rubalise, pourquoi pas de la peinture au sol. Et néanmoins, il arrive tous les jours que des gens prennent le risque de s'aventurer là parce que c'est plus court, parce que voilà, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas respecter des règles comme celle-ci. Et donc, nos systèmes ont la capacité à déterminer la présence d'opérateurs dans les zones où ils n'ont pas le droit d'être. Ces zones sont statiques, mais parfois elles peuvent être dynamiques, liées à la manutention de charge, par exemple, autour de grues, autour de ponts roulants, à proximité de charges en mouvement. Et donc, nos systèmes ont cette capacité à déterminer la position relative entre des opérateurs piétons en déplacement, des charges elles-mêmes en déplacement, qui sont manutentionnées par des grues ou des ponts eux-mêmes en déplacement. Et auquel cas, il y a une stratégie de positionnement et de fixation mécanique de ces caméras pour faire en sorte qu'elles regardent au bon endroit, là où se trouve le danger. Donc, le défaut du port des EPI, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. On a un risque qui est très, très grave, et en tout cas qui est important, extrêmement important de prendre en compte, c'est celui du risque de collision entre personnes et véhicules en mouvement ou engins en mouvement. Et donc, nos systèmes ont cette capacité à déterminer la position des opérateurs, donc déterminer où se trouvent les gens dans les images, dans la succession d'images que constitue un flux vidéo d'une caméra, et ainsi que la position des engins, des véhicules,
et d'alarmer, d'alerter, puisque cette donnée, l'objectif c'est d'éviter une collision, donc on est dans un mécanisme d'alerte. Alors justement, quand tu parles de Lorsque ce schéma d'alerte, pardonne-moi, c'est un schéma qui est en temps réel, c'est-à-dire que on identifie que quelqu'un est sur une zone à risque et il se produit quelque chose par un élément sonore, une intervention humaine, ça se traduit par quoi? Ou alors ça n'est que a posteriori? c'est bien du temps réel. Notre objectif dans la conception de nos produits a été de l'origine, on a démarré en 2022, la conception de ces produits, donc ça a pris un certain temps. Ça a été de mettre en œuvre un système d'alarme qui est là pour prévenir le risque d'accident, euh, quel qu'il soit, enfin, par rapport au cas d'usage que je viens de vous citer. Et donc, oui, on est là à chercher à détecter le risque au plus tôt. Et quand je dis au plus tôt, on est entre le dixième de seconde et entre les 100 et 200 Ouais, c'est millisecondes. ça, 100 millisecondes. Voilà. Ouais. D'autres sociétés font du a posteriori, pour dire vous avez évité le pire tant de fois. Bon, sauf que sauf s'il y a eu un accident, ben, on ne peut pas l'éviter, c'est a posteriori. Euh, et donc oui, les systèmes d'alarme sont gyrophares, sont sirènes, peuvent aller jusqu'à des écrans dans les engins. Ok, pardonne-moi, c'est un point qui m'avait interpellé lorsque je préparais ça. Je me suis posé une question. Alors, peut-être que je suis un doux rêveur et auquel cas je m'en excuse, mais je me suis posé la question qui est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel, lorsque l'outil identifie ces situations-là, il s'auto-alimente de ces situations-là? J'ai envie de dire, plutôt que de prévenir, il vaut mieux guérir. Et est-ce qu'on va pas de plus en plus vers un schéma où ces informations-là permettent d'être réinjectées dans l'IA, dans le LLM, pour qu'il ait identifié cette situation-là. Certes, il émet ses points d'alerte, etc., pour éviter qu'il y ait une collision entre un homme et une machine, mais que cette information-là soit remise dans la machine pour qu'elle s'auto-fine-tune, si tu me permets Oui, oui, cette aberration oui, de oui. langage. Oui, d'accord. C'est tout à fait le cas, Ok. parce qu'effectivement, comme tout système, il a son taux de défaillance, son taux d'erreur. Et dans l'IA, les taux d'erreur sont importants. Dans la computer vision, les taux d'erreur sont importants. On utilise des ressources matérielles. Je vais y venir juste après. Ok. Alors, pardon, mais ok, ça répond pour partie à ma question. Ok, vas-y, je t'en Et prie, la pardon. détection, et la détection de l'homme à terre, de la même manière, la présence d'une personne au sol depuis un certain temps, on est capable d'analyser ça et, et d'en déduire des mécanismes d'alerte qui vont bien. Ok. Donc, pour résumer, l'objectif, c'est bien entendu de mettre à profit toutes ces avancées technologiques depuis ces dizaines d'années et ce au service de la détection des risques d'accident. Donc, on fait de la prédiction, on fait de l'analyse, et l'objectif, comme tu le disais, c'est d'améliorer en continu le niveau de performance, le niveau de détection, et donc diminuer le taux d'erreur de ces IA. Si Alors, je les peux me différents permettre, cas d'usage, tu oui. évoquais cette notion de volumétrie, et plus de 50% des situations sont mortelles et détectables pardonne-moi, et sont détectables grâce à l'IA, et tu évoquais cette notion de risque pardonne-moi. On parle de quoi? On parle de 50-50? Non, non, on est moins que ça. On est moins que ça. Aujourd'hui, le taux d'erreur, alors si on prend Ouais, l'IA brute, c'est-à-dire on lui met une image qu'elle n'a jamais vue, on en ressort un chiffre, on en ressort une détection. Bon, l'IA brute, elle arrive à atteindre les 70% 70% de précision. d'accord, ok, C'est ce qui ressort de nos benchmarks, et puis c'est l'état de l'art, quoi. d'accord, ok. Euh, euh, Notre objectif, c'est de ne pas prendre qu'un échantillon, mais c'est de suréchantillonner, puisqu'on a la chance d'avoir d'avoir un flux d'images. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir des algorithmes qui entourent cette IA, ou ces IA d'ailleurs, et, et qui analysent, filtrent, concatènent, moyennent. Bon,
et avec un petit peu de magie autour, réussir à faire monter ces scores jusqu'à des 1%, enfin 1%, voire 1 pour 1000 d'erreurs, voilà, D'accord. Ok. entre les deux, quoi. D'accord. Ok. Alors, je parlais tout à l'heure des contraintes industrielles et opérationnelles, puisque là, on a un petit peu évoqué tout ce que la technique peut faire, en tout cas la théorie peut faire. Mais une fois arrivé dans la vraie vie, c'est-à-dire celle du chantier où on construit un sous-marin nucléaire d'attaque, ou celle du chantier où on construit un immeuble comme un EPR2, ou qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre comme exemple, celle d'un chantier où on modifie une gare TGV. Voilà, ça, ce sont des chantiers où nous sommes Il y a présents, quelques enjeux. Fastpoint. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que tu n'arrives pas en jouant des claquettes, si vous me Ouais. permettez l'expression. Donc, on doit montrer patte blanche et notamment garantir de manière absolue que les données que l'on capte avec nos optiques et nos capteurs, nos caméras, sont comment dirais-je, enfin, que nos systèmes garantissent la confidentialité de ces données spécifiques. Donc, pas d'enregistrement de vidéo, pas d'enregistrement dans les boîtiers, dans nos caméras de photos. Aucun envoi de ces vidéos ni de ces photos vers le réseau extérieur, vers l'Internet. Et d'ailleurs, on nous supprime la carte SIM qui se trouve à l'intérieur de nos caméras pour en être bien certain. Donc voilà, la confidentialité des données industrielles, c'est un sujet sur lequel on ne transige pas. Et ça va de pair avec celui du respect de la donnée personnelle, puisque l'on filme de la même manière et on analyse, hein. On boxe ces opérateurs, ces opérateurs sur le terrain. Et donc, la donnée personnelle ici, on doit de la même manière anonymiser l'ensemble de ce que l'on préserve comme information, c'est-à-dire une alarme de tel type, de telle durée, à tel endroit et sur telle machine. Alors, moi une question, Vincent, mais juste pour avoir une espèce de lecture un peu, on va dire, profane, mais un outil qui n'enregistre rien, qui n'envoie aucune donnée nulle part et qui reste totalement en local. Comment est-ce que tu fais pour fine-tuner ça? Là, on est dans l'extrême, dans la situation extrême, mais le plus souvent, on a quand même accès à nos machines au titre de ce qu'on appelle le device management. Donc, Ouais. on peut accéder à distance à nos unités pour les mettre à jour à distance. Maintenant, si on ne peut pas, parce que certains nous demandent effectivement d'être en totale autonomie, alors on se déplace pour mettre à jour le modèle une fois qu'on l'a réentraîné sur un corpus nouveau d'images ou qu'on a une fonctionnalité nouvelle à déployer. Et donc, Ok, on se c'est déplace important et ça. on... Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a poussé à l'extrême, pour reprendre ton terme, la notion de protection de la donnée, que ça nous empêche d'avoir des outils qui sont entraînés, etc. Parce que c'est important, on pourrait tout à fait se dire, bah, puisqu'on n'a pas la data, le fine-tuning, pardonne-moi, n'est pas possible, auquel cas on n'a pas de progression possible. Et c'est ce que tu nous dis, c'est que c'est possible quand même de le faire de manière différente, mais Oui, de conserver ce principe. Ok, c'est important, je pense. oui, tout à fait. Ok, Oui, tout à ça, fait. ok, ok. Et donc, ça, comme on le disait, donc, ces unités, elles peuvent aujourd'hui fonctionner hors ligne, c'est-à-dire être en totale autonomie de réseau, puisque les IA sont, enfin, nos IA et nos modèles sont directement in situ, j'allais dire, hein, hébergés sur les caméras elles-mêmes qui filment un carrefour accidentogène, une travée, un pont roulant spécifique, une grue. Bon, voilà, c'est bien l'objet. Donc le edge processing, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est de ça dont on parle, hein. Vous pourrez ajouter Exactement. ça dans le lexique des mots buzzword un petit peu. Le edge processing, c'est l'idée de déplacer, déplacer l'intelligence du process informatique ou algorithmique au plus près du terrain. C'est le edge au sens du réseau, c'est-à-dire en lisière de réseau. Et la lisière du réseau, elle est à nos domiciles quand on regarde la télé, ou elle est au bout de notre caméra ou du bras robot lorsqu'il est connecté. Et donc, enfin, traditionnellement, on est souvent sur du cloud computing,
très souvent, les services, notamment les modes SaaS, comme on l'appelle, on parle de cloud computing, et donc l'intelligence et l'ensemble de la donnée et l'ensemble de tout ce qui est à, à calculer et à héberger se trouve dans le réseau, sur des plateformes, qu'elles soient souveraines ou pas. Et les dispositifs les capteurs, souvent sur le terrain, alimentent l'ensemble de ces data lakes, comme on les appelle, pour enrichir voilà, la compréhension du système central. Nous, on a pris un pas de côté par rapport à ça. On a fait le choix pour les contraintes de confidentialité, de temps de réactivité pour des systèmes d'alarme et surtout de résilience à la connectivité. Il est difficile d'expliquer à un client que si sa 4G Orange ou Free à côté de chez lui tombe, alors ces systèmes ne fonctionneront plus. On a pris le parti de positionner l'IA localement, donc en edge, mais pas que en edge dans un serveur chez le client, dans une baie de serveur, non, en edge embarqué, quoi. C'est-à-dire dans le dispositif de capture. Ce qui, ce qui garantit une totale maîtrise de la donnée, c'est-à-dire que du capteur à l'IA, il y a un câble électrique de 5 cm de long, et, donc la donnée, elle transite là, quoi. Il est Et extrêmement là, ce que difficile tu d'aller nous la dis, chercher. pour reprendre l'exemple que tu illustres, et d'ailleurs le picto en fait la démonstration, c'est que là, l'IA est dans la caméra. Oui, tout à fait, tout à D'accord. fait. Et l'IA qu'on entraîne, pas un truc Ouais, issu de... parce qu'il y a beaucoup, hein, vous allez chez le roi Merlin, vous verrez des caméras qui reconnaissent des gens, des caméras qui reconnaissent des formes. Bon, ça existe. C'est des modèles totalement fermés qui sont entraînés je ne sais où, sur je sais pas trop quelle banque de données, dataset. Là, pour le coup, euh, FastPoint, en Normandie, dispose de l'ensemble de la chaîne technique, depuis l'entraînement jusqu'à l'analyse in situ et voilà, ce qu'on appelle le traitement local. Et donc donc là, les enjeux sont multiples et je les cite ici. C'est l'idée ouais, de maîtriser la précision de détection. Dans le monde académique, je le disais tout à l'heure, et s'il y a des, euh, des gens, des labos, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Dans le monde académique, très souvent, 70% de fiabilité ou en tout cas de précision de détection suffisent à dire voilà, ça fonctionne. Dans le monde industriel, 70%, c'est c'est un blessé. c'est pas assez. On a besoin d'aller vers le 99, voire 99,9 afin de garantir un fonctionnement qui soit pérenne, quoi. La maîtrise du temps d'alerte, donc le traitement de l'IA dans les 100 millisecondes, ça c'est un prérequis. Ça nécessite de maîtriser un tant soit peu les systèmes qui permettent d'atteindre, les systèmes électroniques, hein, qui permettent d'atteindre ces performances-là, de maîtriser de la même manière les algorithmes, la manière dont on les développe, le langage de développement et l'utilisation de toutes les accélérations hardware disponibles dans les systèmes embarqués. On travaille de manière prépondérante avec les solutions et là, pour le coup, ça ne va pas vous faire une grande surprise, les solutions de NVIDIA qui aujourd'hui, pour ce qui concerne ces dispositifs, sont à la pointe. Alors, on a toujours un risque cyber. Et notre mot d'ordre, c'est de dire aucune intégration avec le SI de l'industriel chez qui on déploie nos dispositifs. Ça permet effectivement d'éviter les temps incompressibles d'analyse, d'audit, de coûts d'intégration. Donc, ces caméras FastPoint ont cette unique exigence d'être fixé mécaniquement au bon endroit, stratégiquement, et puis alimenté avec une prise 24 volts. Ce qui veut dire aussi dans ce que tu Pas- évoques que ces technologies sont embarquées dans les hardware, mais ce ne sont pas des technologies qui pourraient être adaptées sur des hardware, pardonne-moi, déjà existants. On est dans la nécessité d'avoir un outil qui est déjà
qui a l'ensemble de ça. Je ne vais pas me plugger sur un outil existant pour pouvoir avoir ma vieille caméra qui devient subitement intelligente parce qu'on y a mis un outil, ou alors tu me dis que c'est adaptable. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est D'accord, tout à fait ok. adaptable. D'accord, ok. Ensuite, bah, c'est une question d'intégration, Mhm. parce que l'effort, il est fait à tous les étages. En fin de compte, il y a un effort et un investissement qui est réalisé à obtenir un modèle d'IA, de détection d'objets qui soit performant. Donc, une fois qu'on l'a, celui-là, bah, on peut le transporter d'une machine, le positionner. Par exemple, on pourrait le positionner, si on voulait ne pas le positionner dans la caméra, on pourrait le positionner dans une baie de serveur chez le client. D'accord, ok. Et auquel cas, il pourrait s'alimenter de toutes les caméras de surveillance, par exemple, de ce client. Euh, voilà, ça serait une possibilité. Sinon, ben, on pourrait le remonter dans le cloud, effectivement. Euh, mais pour le coup, il faudrait que ce client accepte, en effet, d'avoir des enregistrements d'images, des transmissions d'images notamment, et de flux vidéo vers soit ces baies de serveur, soit le cloud, qu'il soit souverain ou pas, Ok. quoi. Non, Donc, c'est très clair. ça met en œuvre des questionnements et surtout des exigences opérationnelles qui, qui parfois empêchent, hein, certaines sociétés qui sont dans l'intelligence artificielle, en fonction de quel domaine elles sont arrivées, eh bien, ça les empêche en fin de compte. Et quel choix de conception elles ont prise? Cloud, on-premise, c'est-à-dire sur site client, euh, ou alors dans la caméra. Voilà, fonction de ces choix de conception et d'architecture, ben, ça permet d'ouvrir la porte et des discussions avec un industriel, ou alors ça ferme totalement le débat. Ok, ok, c'est très clair. Je Euh, regarde le bon, la timing. résilience, Pardon, excuse-moi, ouais, on est ça, non, on n'est pas. Vas-y, je te laisse poursuivre. bon, j'ai terminé, hein. La Non, non, mais résilience à la déconnexion, donc pour tout ce qui concerne les zones blanches, c'est l'idée que j'en ai parlé, ce dispositif, ça fonctionnait hors réseau. Et bien entendu, l'environnement industriel, qu'il soit en intérieur, en extérieur, sur des chantiers, dans des ateliers, est un environnement extrêmement agressif et variable en termes de luminosité, en termes de visibilité. Et donc, toutes ces différences, toutes ces variations de l'environnement en termes d'optique sont à prendre en compte et depuis le début de la chaîne. Donc, alors, j'ai quand même pas mal vas-y, évoqué vas-y, tout je t'en ce prie. slide depuis le Oui, c'est ce début. que j'allais Donc, dire. c'est effectivement plusieurs années d'innovation technologique qui soient à la fois sur le hardware, puisque les GPU et l'hégémonie de NVIDIA aujourd'hui sur toute la partie processeur graphique est incontestable, et ils ont effectivement une longueur d'avance, et nous, on utilise ça. La partie software, j'en ai parlé avec les modèles. Et donc ça a permis, depuis ces dernières années, ces derniers mois, d'avoir en Normandie un acteur qui a su euh, associer, agréger et rendre, j'allais dire, intelligible et palpable, hein, une solution tout en un, d'intelligente et autonome, qui permet de détecter les situations à risque et et de les comptabiliser. Et en plus de ça, de générer des rapports avec de l'IA, là aussi, Mhm. qui s'alimente des milliers et des milliers d'alarmes générées tous les jours chez nos clients, pour leur apporter des rapports automatiques qui leur disent, ben, tous les jeudis, on s'aperçoit que les alarmes sont prépondérantes en ce qui concerne par exemple, le manque de respect du port des casques de sécurité. Et donc, prévoyez d'appliquer, enfin de faire un briefing particulier les jeudis matins sur la thématique des EPI. Et ça, c'est envoyé automatiquement toutes les semaines à chacun de nos clients. Voilà à quoi peut ressembler une Super, solution ok. qui alerte, collecte et envoie des rapports, euh, avec cette petite boîte bleue qui est effectivement la caméra en question. Les industries multiples, les secteurs multiples, depuis la chaudronnerie, les transports, l'énergie, l'aérien, la construction, ou tout ce qui concerne les mines,
on a effectivement euh, euh, une vraie transversalité avec ces outils. Merci beaucoup. Justement, sur le point que tu évoquais, Vincent, sur cette notion de reporting à la fin, j'ai envie de te poser la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure sur la notion d'analyse des images. Est-ce qu'il y a un schéma dans lequel, alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'il est envisageable, peut-être que c'est le cas, d'analyser ce reporting un peu comme on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que là où l'IA analyserait de l'image, elle analyserait les reportings pour ensuite apporter des éléments des axes de progression. Que ce ne soit pas juste du reporting et qu'elle s'appuie sur ça pour te donner des recommandations, par exemple. Et après, je donne la parole à Paul. Oui, mais en fait, je me suis mal exprimé parce que j'ai voulu aller vite et aller vite sur la question-réponse. Le reporting est généré par une IA qui est en cœur de réseau, qui elle est dans le cloud. Elle s'alimente de toutes les données issues des IA qui sont dans ces caméras. Et pour un client donné qui aurait une dizaine de caméras, qui remonte en permanence des alarmes à telle heure, de telle durée, sur telle typologie de risque, eh bien, toutes les semaines, cette IA va prendre l'ensemble de ces centaines d'alarmes et elle va générer un rapport. C'est-à-dire, elle va chercher la fréquence, des rapprochements entre une journée ou une semaine et une autre. Et, et de cette manière, elle va générer un rapport de manière automatique. Et déjà, elle va générer une synthèse qui interprète la donnée. Et ensuite, elle va proposer un plan d'action. D'accord, ok, voilà, c'est ça. Et C'est-à-dire donc, c'est on pas peut juste un parler. constat, c'est aussi Tout c'est à pas fait. juste Et on c'est la peut nature. parler, et on peut parler pour le coup d'une solution d'IA au pluriel hybride. Parce qu'une partie est sur le terrain, elle est en temps réel et elle a pour rôle de jouer dans la prévention et dans la vigilance par rapport au risque. Elle remonte de la donnée anonyme. Et une autre est en cœur de réseau, beaucoup plus costaude, si je peux me permettre. Et c'est une IA générative, hein, puisqu'elle Mhm. génère des rapports. Euh, et cette IA générative, elle est elle n'a rien à voir avec l'IA qui mange des images et qui analyse des images. Ah, ok. Euh, C'est ça, on a mais on a néanmoins, des types d'IA voilà, différents. c'est deux IA qui s'imbriquent et qui se complètent. Donc et l'une est côté Edge embarqué et l'autre est côté cloud en cœur de réseau. Et donc, on parle d'hybridation, oui. Un C'est très clair. Je petit vois que peu comme nos voitures. Paul a une question pour toi. Paul, si vous nous entendez, vous pouvez brancher votre micro. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour, Oui, Paul. Bonjour, bonjour, merci pour la présentation. pas de Euh, problème. hop, je vais mettre ma caméra, c'est plus sympa. J'espère que vous n'avez pas déjà abordé le sujet, parce que j'ai raté 5 minutes du webinaire. Je me posais la question du droit à l'image et du RGPD, si c'était géré plutôt côté client ou c'est vous qui gérez ça? Alors, nous, on ne gère pas le RGPD parce que enfin, nos clients ont une relation directe avec leurs salariés, on ne peut pas s'immiscer là-dedans. Par contre, nos solutions ont effectivement le bon ton de ne pas stocker d'images, de ne pas transmettre d'images et de ne garder que des données anonymes. Donc, le RGPD, on le on est compatible avec, j'allais dire, compte tenu de la conception du produit. D'accord, ok, ça marche. Merci. Après, Je Après, pour des remercie. clients, et je complète ma réponse, pour des clients qui souhaitent obtenir de notre part des images associées aux alarmes qui se déclenchent sur leur site, alors il nous est possible de leur mettre à disposition. Et donc, on se décharge, FastPoint se décharge totalement de la responsabilité de la donnée personnelle, et ce, de manière contractuelle. Dans un monde dans lequel on a Internet qui tombe, ou du moins la performance est amoindrie. D'accord? Oui, Les exemples dont tu parlais tout à l'heure sont quand même des exemples où si on a un accident en pétrochimie, en aéroportuaire, etc., on n'est pas en train de parler d'un léger accident, donc il y a des incidences qui sont majeures. Est-ce que, passe-moi l'expression, mais est-ce qu'il y a un schéma dans lequel vous avez une acceptabilité d'un mode dégradé en disant là, les performances de l'outil sont moindres pour telles ou telles raisons, et donc on a un risque
que ces outils identifient moins facilement, moins rapidement ou de manière moins optimale une situation, et auquel cas, là, on se met en erreur 404 et on émet des warnings parce que la machine n'est plus en capacité de pouvoir avoir un seuil. Et si seuil il existe, quel est-il? Voilà, est-ce qu'il y a une barre là, en dessous duquel on se dit là, il faut arrêter? Oui, oui, tout à fait. Donc, alors ça ne concerne pas la connectivité, puisqu'on a tout fait, on a conçu ce système pour être résilient à la déconnexion. Donc, s'il n'y a pas de connectivité, ça marche quand même. Ou s'il y a une connectivité extrêmement dégradée, ça marche quand même. Euh, C'est-à-dire, ça, quand je dis ça marche, ça capte de la donnée, des images, ça l'interprète par l'IA et ça émet des alarmes locales en moins d'une seconde, quoi. Donc, pour le coup, il n'y a pas de sujet en ce qui concerne la déconnexion réseau. D'accord? Là où la limite est atteinte, c'est lorsque notre capacité à voir la perception optique devient moins bonne, notamment si on est dans des environnements qui, à un moment, peuvent se retrouver envahis de fumée, envahis de brouillard, sous la pluie. Ou lorsque la nuit tombe, effectivement, c'est bien ça le principal sujet. En fin de compte, euh, on nous montre souvent des images, on voit ça sur les réseaux, sur Internet, bon, des vidéos avec de l'IA où l'ensemble du système enfin, enfin, les conditions sont idéales, quoi. Voilà. Sauf que Ok. les conditions, elles sont idéales entre mi-juillet et mi-août. Mais, alors peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a quand même des plages de temps importants dans l'année où effectivement euh, on voit mal parce que voilà, on est en Normandie et il n'y a pas qu'en Normandie qui pleut, quoi qu'il en soit. Mais voilà, c'est bien ça le sujet, quoi. Et là, tu as un schéma où ce seuil étant atteint, l'humain reprend le contrôle, où on dit là, on peut plus totalement s'appuyer sur la techno pour assurer ce type de sécurité-là, et auquel cas il y a un plan B, et s'il y en a un, quel est-il? Alors, on a en effet des, des garde-fous, D'accord? hein, qui nous permettent logiciellement d'analyser une image et de dire, bon ben voilà, là on ne voit rien, on n'y voit pas assez, euh, et donc on se met dans un état, voilà, un état particulier et on l'indique, quoi. Euh, ça, ça, c'est sûr. Nos systèmes sont déjà désactivés entre 5 heures et 22 heures, entre 22 heures et 5 heures du matin, pardon, de manière automatique pour des raisons environnementales, pour des raisons que l'on ne voit rien dans la plupart des industries entre ces deux horaires, sauf à parler de sociétés où ils sont en 3-8 ou voilà, en 3-8 par exemple. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas encore rencontré ça, ce qui fait que on est effectivement sur des systèmes qui se mettent en stand-by et puis qui se relancent le matin à 5 heures D'accord. Ok. pour détecter ce qui se passe sur la journée de travail. Ok. 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 Euh, je regarde si on a des questions. Nawal, si tu en vois, n'hésite pas à me le faire savoir. Je n'en vois pas. Non. Donc, je suis curieux et qu'on aura. Allez, si vous m'accordez encore 2 minutes, on respectera le timing. Et Vincent, si tu me permets une question. Moi, j'en ai une encore. Le edge processing versus le cloud. Avantage, inconvénient, on a de tes retours d'expérience cette notion d'IA embarquée et cette notion de cloud, sans évidemment rentrer dans un schéma intrusif et avoir des éléments qui ne nous concernent pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir des arbitrages dans les industriels que tu vois et qui vont plutôt aller vers l'un plutôt que vers l'autre, avec des raisons qui sont peut-être très différentes les unes des autres, pardonne-moi. Et je trouve ça intéressant de savoir à quel moment est-ce que on prend cette décision-là et pourquoi est-ce qu'on prend la décision plutôt d'avoir un embarqué ou un cloud, et quel type de cloud si c'est quand c'est le cas. Alors, euh, Ce sera ma dernière question, alors, après je te laisse tranquille, Vincent, oui, s'il te oui, plaît. je vais répondre plutôt à l'envers de ta question, c'est-à-dire à quel moment a-t-on besoin de,
doit-on choisir plutôt une solution qu'une autre? Mhm. Effectivement, celle de l'embarqué, elle permet de répondre à toutes les exigences que je citais dans mon dernier slide, ou avant-dernier slide, que sont celles de la confidentialité industrielle, celles de la maîtrise des temps de latence ou des temps d'alarme extrêmement courts sur le terrain, celle de la résilience à la déconnexion au réseau. Enfin voilà, lorsque tu t'appuies sur le cloud ou tu t'appuies sur, lorsque tu t'appuies sur le cloud et puis que tu n'as plus de connectivité ou une connectivité mauvaise, ben, il ne se passe plus rien en fait. Tu peux pas garantir à ton client quoi que ce soit. Et tu peux être certain que quand tu discutes avec des industriels, enfin, les industriels, ils sont là souvent, les grosses boîtes hein, sont là très souvent depuis bien plus longtemps que les réseaux mobiles qui ont fleuri dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Ce qui est assez récent en fait, 15 ans hein, pour un industriel, c'est pas long quoi. Euh, et donc, on a en effet parfois, en tout cas dans nos contrées ici, je prends le cas de Cherbourg, dans la Manche, mais c'est pas que chez nous, on a des industriels extrêmement talentueux et des vraies opportunités de business sur ces territoires-là. Et c'est pas toujours hyper bien couvert, quoi. Ou alors D'accord. on est en lisière de réseau, voilà. Et Ça fait donc c'est deux la bonnes raison pour raisons laquelle. de ne pas faire appel à du cloud, pour des raisons de sécurité que tu as évoquées, et avec des risques de perte de connectivité, et en plus pour des Oui, raisons bêtement techniques, j'ai envie de dire. oui, bêtement technique, oui. Ok, très bien. Mais bêtement technique, mais c'est surtout pour respecter les exigences de ces industriels. Je veux dire, des industriels qui s'engagent auprès de leurs salariés et sous-traitants à ce que les caméras qui intègrent de l'IA ne, ne, f- ne stockent aucune donnée d'image et n'émettent, alors que ce soit dans le cloud, localement, enfin, où que ce soit, euh, c'est une promesse forte, quoi. Tu Mhm. vois. Et il y a certaines structures, certaines sociétés de transport national, je ne citerai personne, transport public, euh, qui, euh, qui ont cette promesse vers leurs syndicats, leurs représentants du personnel, et j'en passe. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que, mis à part Fastpoint, dans l'écosystème, il n'y a personne d'autre qui Mhm. promet ça, en fait. Mhm. Et ok. Ah, très bien. Et c'est intéressant de savoir que voilà, le RGPD est souvent perçu comme étant une contrainte pour plein de raisons, mais c'est aussi un bouclier contre plein Oui, de choses. Mais c'est pas parce qu'on a ce genre de situation-là que ça nous empêche de réfléchir et de développer des outils qui répondent à la fois aux exigences industrielles de sécurité et aussi à la réglementation et à la confidentialité. tout à fait, tout à fait. Et j'en profite pour indiquer au reste de l'assistance qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche à nouer des partenariats académiques. Alors, je sais qu'il y a quelques académiques dans le Data Lab. Euh, on cherche à nouer des partenariats académiques pour mener des projets de R&D. Vous avez compris, c'est surtout pour faire du R vers D et améliorer tout ce qui concerne euh, la précision de détection de ces modèles, la précision de détection de ces IA. Et voilà, donc on cherche à monter des projets et aller chercher des financements pour rendre des systèmes comme celui que je vous ai présenté plus performants en termes de détection. Et voilà, donc là, c'est en ce moment que ça se passe. Si certains sont intéressés ou connaissent des gens qui pourraient être intéressés par monter des partenariats académiques, Avec des labos, mais alors là, entreprises, pour le coup, on a il ne cette faut pas chance, c'est hésiter. on en a en Normandie des labos comme Voilà, ceux-là. voilà. Faut pas Ouais. hésiter. On est, Et je rebondis juste sur voilà, l'utilité du Data Lab pour aussi cette mise en relation. Donc, si tu as déjà une ébauche de projet, n'hésite pas à me la transmettre et on pourra réfléchir à oui, des collaborations possibles et des dispositifs régionaux, nationaux, européens qui pourraient convenir. avec grand plaisir. J'en ai quelques-uns en tête, Vincent, donc on en reparlera ensemble avec plaisir après, si tu veux. Super. En tout Entendu? cas, merci pour cette explication extrêmement claire et intéressante. Et en plus,
On termine sur une note positive en disant qu'on peut répondre à des exigences de la sécurité et de la confidentialité, ce qui, quand on parle d'IA et de caméra, n'est pas la première chose que l'on met en avant. Et merci à toi d'avoir su faire la démonstration de ce champ des possibles. Merci à Euh, vous. Merci à toutes et tous. Pardon, on a été un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas de ma faute. Pour une fois, c'est pas moi qui ai été si bavard, mais c'était un plaisir de t'écouter pendant cette heure et quart, Vincent. Je te remercie et merci à toutes et tous. À très bientôt. Nawal, je te laisse le mot de la fin. Bonne fin de journée. M- merci à tous. Et puis, vous aurez le replay, bien sûr, du webinaire disponible sur le site du Data Lab prochainement. Et puis, les informations sur les webinaires à venir au fur et à mesure. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.